Nous allons poursuivre en revenant vers nos problèmes hexagonaux et je vais donc donner la parole à messieurs Baudouin et Brosseau qui ont écrit un petit ouvrage fort éclairant sur la situation en France concernant les questions qui nous occupent et qui vont donc maintenant donner un aperçu. Bonjour à tous. Tout d'abord, nous tenons à remercier vivement Armand Ricklès et le comité d'organisation de nous avoir conviés à ce colloque. Nous sommes très heureux d'être là. Alors, ce que nous allons vous présenter aujourd'hui est issu de travaux que nous réalisons, d'une enquête, en fait, que je qualifierais plutôt de journalistique, que nous réalisons depuis 2005. Dans le prolongement des deux exposés précédents et puis également du documentaire, nous allons donc vous proposer tout d'abord de définir très brièvement le créationnisme. Je pense que vous avez tous compris avec ce qu'on a vu auparavant, la diversité de ces mouvements, et donc le définir tel qu'il convient de l'appréhender aujourd'hui. Ensuite, nous allons rendre compte brièvement du contexte européen avant de faire un état des lieux qui sera non exhaustif, faute de temps, mais d'autres structures que nous ne citerons pas seraient à évoquer pour parler du créationnisme en France. Et en conclusion, nous soulignerons que le créationnisme est un véritable enjeu de société. Donc, qu'est-ce que le créationnisme ? Historiquement, la doctrine de la création est une conception religieuse qui stipule que l'univers, la Terre et tous les organismes qu'elle porte ont été créés par une puissance surnaturelle à partir du néant. Cette croyance en une création originelle est plus particulièrement associée aux trois grandes religions monothéistes, vous l'avez compris, donc le judaïsme, le christianisme et l'islam. Le mot créationnisme, lui, apparaît à la fin du XIXe siècle et il désigne des mouvements anti-évolutionnistes qui sont apparus dans des églises évangéliques nord-américaines qui ont été évoquées par M. Padian. Dans un sens étroit, les créationnistes sont ceux qui affirment que le récit de la création, tel qu'il apparaît dans la Bible ou dans le Coran, doit être accepté à la lettre. On parle donc de littéralistes. Mais il apparaît, et on l'a bien vu depuis le début de cet après-midi, il apparaît que pendant tout le cours du XXe siècle, les discours créationnistes ont subi des reformulations, des sophistications, des adaptations. Et il convient aujourd'hui de parler des créationnismes au pluriel, et que l'on peut définir comme étant toutes les doctrines qui, à un moment quelconque de leur argumentation, font appel à une transcendance pour expliquer le monde naturel et son origine. Alors, contrairement à une idée reçue, les offensives créationnistes ne se limitent pas aux seuls États-Unis et concernent depuis plusieurs années maintenant, dans une large mesure, les États européens. En octobre 2007, la Commission de la culture, de la science et de l'éducation du Conseil de l'Europe vote une résolution intitulée « Les dangers du créationnisme dans l'éducation ». Alors, le Conseil de l'Europe, c'est une institution dont l'un des objectifs est la défense des droits de l'homme. Et dans cette résolution, je cite, « invite les instances éducatives des États membres à promouvoir le savoir scientifique et l'enseignement de l'évolution et à s'opposer fermement à toutes les tentatives de présentation du créationnisme comme discipline scientifique. » Alors, le rapport évoque les activités des mouvements créationnistes au sein des pays européens, ainsi que leur influence sur l'enseignement. Et force est de constater que même si les contextes politiques, sociaux et culturels sont différents d'un pays à l'autre, peu d'États sont épargnés. Alors, dans ce rapport sont évoqués notamment des musées créationnistes, que ce soit en Suède, en Allemagne, ou un projet de parc d'attractions basé sur le récit biblique de la Genèse en Suisse. Mais ce qui attire surtout l'attention, ce sont les prises de position politiques. En 2004, la ministre de l'Éducation du gouvernement de Berlusconi signe un décret visant à exclure l'enseignement de l'évolution dans le secondaire. Les notions d'évolution de la Terre ou bien d'origine et d'évolution biologique et culturelle de l'espèce humaine sont supprimées des programmes. Heureusement, les réactions des scientifiques et des universitaires ont conduit à l'annulation de ce décret en 2005. Aux Pays-Bas, également en 2005, la ministre de l'Éducation défend l'ouverture d'un débat pour l'enseignement du dessin intelligent en cours de sciences, une proposition qui sera finalement rejetée. Et puis en 2006, c'est la Pologne qui est touchée avec, suite à la refonte des programmes scolaires visant à réintégrer les valeurs catholiques dans l'éducation, la théorie de l'évolution est attaquée par le vice-ministre de l'Éducation,
membre de la Ligue des familles polonaises, parti d'extrême droite ultra-catholique, connu pour ses positions antisémites, homophobes, anti-avortement et donc créationniste. Et la France, dans tout cela, me direz-vous? Eh bien, nous sommes concernés par le créationnisme, ou par les créationnismes, puisqu'on y retrouve les différentes formes qui ont été présentées auparavant. Certaines structures catholiques promeuvent la véracité historique et scientifique du récit biblique de la Genèse, comme le Centre d'études et de prospective sur la science, qui est dirigé par Dominique Tassot. Certains en auront peut-être déjà entendu parler, puisque au sein de ces structures, on retrouve le sédimentologue amateur Guy Berthaud, qui est par ailleurs polytechnicien, qui a réussi à faire publier 2 notes dans les comptes rendus de l'Académie des sciences en 1986 et 1988. Ces études étaient censées remettre en cause les longueurs de temps nécessaires à l'élaboration des strates géologiques pour accréditer la véracité scientifique et historique du déluge. Aujourd'hui encore, cette, entre guillemets, légitimité scientifique de l'Académie des sciences est utilisée par les créationnistes du monde entier pour alimenter leurs argumentaires. D'autres associations sont d'obédience évangélique, comme l'association Au Commencement, présentons-la, qui a été créée et qui est présidée par André Héguin. André Héguin est chercheur en génétique appliquée à la sélection animale à l'Institut national de recherche agronomique, à l'INRA. Pour information, il est depuis le 1er mai en disponibilité de son institut de recherche. Toutes ces structures militent pour un créationnisme terre jeune, selon lequel la théorie de l'évolution est un mensonge institutionnalisé et l'âge de la Terre est compris entre 6 000 et 20 000 ans, selon les interprétations que l'on peut faire de la Bible. Ces structures organisent des conférences en France, plus ou moins nombreuses, comme ici un exemple, André Héguin, qui a donné en octobre dernier à Nice, alors il se trouve que Cyril est à Nice, donc il s'est vu remettre lui-même un tract, 3 conférences créationnistes, dont l'une à la faculté de lettres. Donc les tracts étaient distribués également à l'entrée de la faculté de sciences. Il faut bien voir que André Héguin utilise sa légitimité de chercheur pour mystifier un public en quête de sens, notamment en mélangeant allègrement démarche scientifique et croyances personnelles. Alors l'entretien de la confusion entre des positions métaphysiques personnelles et des résultats établis par la démarche scientifique, c'est aussi ce que fait l'UIP, donc l'Université interdisciplinaire de Paris, dont a parlé Guillaume tout à l'heure, mais avec des moyens beaucoup plus importants. Alors c'est une association qui a été créée en 1995 par son actuel secrétaire général, Jean Stone, avec le concours de son vice-président actuel, le médiatique astrophysicien Trinh Xuan Tuan. C'est une association loi 1901 et qui affiche la volonté de, je cite, contribuer à renouer le dialogue rompu par une certaine modernité entre l'ordre des faits et l'ordre des valeurs, afin de mieux comprendre l'articulation entre les implications de la recherche scientifique et la quête de sens. Alors derrière cette présentation plutôt sobre se cache une structure spiritualiste qui tente d'imposer donc ce qu'elle nomme être une nouvelle vision du monde, reposant sur le dialogue, le rapprochement, voire même pour certains d'une synthèse entre science et religion. Alors l'UIP ne remet pas en question l'évolution des espèces, mais elle est anti-darwinienne et anti-matérialiste. Alors depuis sa création, l'UIP organise chaque année des conférences sur les thèmes qui lui sont chers, associant science et religion. Et l'association organise aussi des colloques au sein d'institutions très prestigieuses, comme la Sorbonne, l'UNESCO ou bien le Sénat. Et comme vous pouvez le voir ici, elle s'appuie sur un certain nombre de scientifiques, dont plusieurs prix Nobel, vivants ou décédés, comme par exemple Charles Townes, Ilya Prigogine ou John Eccles, qui sont des personnes qui s'expriment souvent en dehors de leur domaine de compétences, ou qui mélangent allègrement leurs activités de recherche et leurs croyances personnelles, tout ça évidemment pour justifier le développement d'une science spiritualisée. Alors l'UIP, comme vous pouvez le voir également ici, rassemble aussi des personnalités des médias, mais également de la politique, comme par exemple Luc Ferry, ex-ministre de l'Éducation nationale. L'UIP est appuyé financièrement et logistiquement par une fondation américaine, la fondation John Templeton, qui a été créée en 1987 par la personne du même nom. C'est une fondation très riche qui peut se permettre de délivrer annuellement 70 millions de dollars
de bourses et de prix divers pour financer, entre autres, les progrès en sciences et religions. Et c'est grâce à l'appui de cette puissante et riche fondation que l'UIP a su se constituer un solide réseau qui l'amène à s'impliquer dans divers programmes internationaux mélangeant sciences et religions, que ce soit en Asie, en Europe de l'Est ou bien au Moyen-Orient. Et l'association a également collaboré directement avec le Vatican au travers d'un programme intitulé STOC pour Sciences, Théologie et la Quête ontologique, un projet qui est né à l'occasion du Jubilé des scientifiques à Rome en mai 2000, sous le haut patronage du Conseil pontifical de la culture. Ce qui nous amène justement sur la position de l'Église catholique. Alors, préambule, dire quand même qu'il est évident que les courants au sein d'une structure aussi vaste sont nombreux, allant des plus progressistes aux plus intégristes, mais nous pouvons légitimement revenir sur la position officielle des autorités vaticanes. Alors, le 22 octobre 1996, Jean-Paul II a fait une intervention devant l'Académie pontificale des sciences, une intervention concernant l'origine de la vie et l'évolution, et ce discours est celui qui est très souvent, pour ne pas dire systématiquement, cité par les médias, comme représentatif de la position officielle de l'Église catholique, le pape y ayant affirmé que de nouvelles connaissances conduisent à reconnaître dans la théorie de l'évolution plus qu'une hypothèse. Donc il s'agit en effet d'une première dans l'histoire des relations entre le Vatican et la science, mais il est important de souligner que cette affirmation était assortie quelques phrases plus loin de certaines réserves extrêmement importantes et qui sont presque systématiquement omises. En effet, le pape pose les limites de la démarche scientifique pour ce qui touche à la conscience, l'âme, dirait-il, et donc on pense aux neurosciences en particulier. Par ailleurs, il ne parle jamais de Darwin, ni de théorie darwinienne, et préfère évoquer des théories, donc sous-entendu des théories darwiniennes, non darwiniennes, etc. Le cardinal Ratzinger, devenu Benoît XVI, s'exprime également régulièrement sur la théorie de l'évolution, et ce n'est pas récent, puisque les premiers textes qu'il a fait à ce sujet ont maintenant 40 ans. Je ne reviendrai pas si loin, mais on peut, par exemple, citer ce texte datant de 2004, il n'était pas encore pape à ce moment-là, texte donc « Communion et service, l'homme créé à l'image de Dieu », dans lequel il est affirmé que le message de Jean-Paul II ne peut être lu comme une approbation générale de toutes les théories de l'évolution, y compris d'essence néo-darwinienne, qui refuse explicitement à la providence divine un rôle réellement causal dans le développement de la vie dans l'univers. Donc il y a quand même une volonté de prendre position par rapport à la science et dans la démarche scientifique. Enfin, le Vatican est allé jusqu'à exercer sur le rapport que nous avons déjà évoqué, exercer des pressions auprès du Conseil de l'Europe pour que le rapport sur les dangers du créationnisme dans l'éducation ne soit pas voté. Donc là, il y a un petit extrait de la lettre qui est plus longue que ça, mais dans lequel le premier secrétaire à la mission permanente du Saint-Siège insiste bien pour que ce rapport ne soit pas voté par le parlementaire. En définitive, le Vatican entretient donc une position finaliste qui voudrait que l'évolution soit orientée vers un but précis, l'homme, aboutissement de l'œuvre du Créateur. Et il faut bien comprendre que les positions récentes et moins récentes de l'Église catholique doivent être comprises comme des reculs du dogme, des reculs qu'on peut qualifier de plus ou moins élastiques, et non comme une acceptation de la théorie darwinienne de l'évolution. Alors pour finir ce petit panorama non exhaustif des structures et des mouvements créationnistes dans notre pays, il est important de parler des attaques en provenance de l'extérieur contre la théorie darwinienne de l'évolution ou contre son enseignement à l'école. Ainsi, en janvier 2007, l'envoi personnalisé à des milliers de proviseurs, bibliothécaires, universitaires d'un volumineux atlas de la création a touché de plein fouet le milieu enseignant et universitaire français. D'autres pays comme la Suisse, la Belgique et l'Espagne ont été touchés. Alors cet atlas de la création, le premier d'une série de 7, est un ouvrage de 800 pages, richement illustré, comme vous avez pu le voir dans le documentaire. Le contenu, qui se veut scientifique, compare page après page des empreintes de fossiles avec des photographies d'espèces actuelles dites ressemblantes. Ces créationnistes musulmans acceptent l'ancienneté de la Terre, mais ils refusent catégoriquement toute idée d'évolution et affirment que tout le monde vivant a été créé par Allah. À noter qu'un tome 2 a été envoyé l'année dernière à quelques associations et des instituts de recherche comme le CEA ou l'INRA.
Alors cette récente attaque souligne la puissance financière dont disposent ces mouvements, qui ont par ailleurs su intégrer les moyens de communication les plus modernes et les plus efficaces pour toucher le plus de personnes possible, en proposant des centaines, et véritablement des centaines de sites Internet multilingues très élaborés et très pédagogiques. L'un de ces sites que vous pouvez voir ici, c'est le site du musée de la création, par exemple, qui est mimétique de celui du Muséum national d'histoire naturelle. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que la France, pays symbolique, symbole des Lumières, est une cible privilégiée par Haroun Yahya. Son calcul, c'est que si les idées créationnistes conquièrent notre pays laïque, eh bien le combat sera gagné. C'est donc une nouvelle illustration de l'enjeu de société que revêt la question du créationnisme, et c'est ce qui nous emmène vers notre dernière partie. Oui, donc nous venons de le voir avec Haroun Yahya. L'enseignement est une cible privilégiée des créationnismes ou des créationnistes, et d'autres exemples en témoignent ou l'illustrent, comme nous allons le voir immédiatement. En février 2008, un livre franco-français intitulé « Hommes-femmes, il est créa » a été envoyé à plusieurs centaines d'exemplaires à des enseignants français. Cet ouvrage, ouvertement anti-avortement et homophobe, a été écrit par plusieurs catholiques, parmi lesquels on retrouve Christian Banest, député UMP, qui a encore fait parler de lui fin de l'année dernière, puisque ses propos homophobes n'ont pas été condamnés par le tribunal qu'il jugeait. Mais on note aussi la présence de Monseigneur Brincard, qui est évêque du Puy-en-Velay, et qui est un proche de Dominique Tasseau, donc le président du Centre d'études et de prospective sur la science que nous avons déjà évoqué. Par ailleurs, les émissions télévisées constituent un autre moyen pour tenter d'infiltrer l'éducation nationale. Alors certains d'entre vous auront peut-être vu ce documentaire qui a été diffusé fin 2005. Il a été visionné par 1,4 million de personnes, puisqu'il était en prime time un samedi soir. Donc ce documentaire, Homo sapiens, une nouvelle histoire de l'homme, présente les thèses finalistes d'Anne d'Ambricourt-Malassé, qui est paléo-anthropologue au CNRS, soutenue depuis de nombreuses années par l'Université interdisciplinaire de Paris. Malgré une vive polémique dénonçant le caractère non scientifique de la théorie de cette chercheuse, le Centre national de documentation pédagogique, donc le CNDP, qui dépend du ministère de l'Éducation nationale, a conseillé aux enseignants d'étudier en classe la théorie proposée dans ce film. Heureusement, grâce à la vigilance de certains chercheurs et enseignants, le CNDP a finalement retiré toute publicité. Alors, qu'est-ce qui empêche ces mouvements créationnistes de se développer en France ? Deux remparts essentiels. D'une part, la laïcité définie selon la loi de 1905, qui régit les relations entre l'État et les religions. Et d'autre part, le fonctionnement de l'enseignement, que ce soit l'école républicaine ou l'université publique, pour lesquelles c'est l'État qui est garant des enseignements et des diplômes délivrés. Mais ces remparts sont actuellement fragilisés. Tout d'abord, les différentes prises de position du chef de l'État sur la laïcité, qui sont très préoccupantes, à plusieurs reprises, que ce soit lors de son discours au Latran fin 2007, à Riyad début 2008, ou lors de la récente visite de Benoît XVI. Il a répété sa volonté de redonner un rôle social aux religions en proposant une laïcité dite ouverte, comme il l'avait développé dans son ouvrage publié en 2004, « La République, les religions et l'espérance ». Et autre fait récent préoccupant, un décret daté du 16 avril 2009 qui rend applicable l'accord signé en décembre 2008 entre la France et le Saint-Siège concernant la reconnaissance des diplômes universitaires. Ainsi, un diplôme délivré par un institut catholique et reconnu par le Vatican sera désormais automatiquement reconnu par l'État français comme équivalent à un diplôme délivré par l'université publique. L'État perd donc le monopole de la délivrance des diplômes universitaires, et c'est sûrement une brèche par laquelle les créationnistes n'hésiteront pas à s'engouffrer. En conclusion, rappelons simplement que le créationnisme est une problématique politique, que des structures existent en France, qu'elles sont actives, elles sont multiconfessionnelles, et surtout elles bénéficient d'appuis médiatiques, politiques et financiers. Il convient d'être particulièrement vigilant, et est-ce que la vigilance est encore suffisante à l'heure où les pouvoirs pourraient ouvrir des portes à ces mouvements ? Et nous terminons cet exposé avec une citation du philosophe des sciences Dominique Lecourt,
spécialiste du créationnisme aux États-Unis, qui déclarait en 2005 à propos du créationnisme en France, je cite, « On ne pourrait s'alarmer de cette propagande que si la laïcité de nos institutions d'enseignement et de recherche était mise à mal, ou si des groupes organisés continuaient à se développer dans les médias à cette fin. » Voilà. Merci pour votre attention. À chacun d'entre vous, sur cette directive pour la reconnaissance des diplômes qui sont décernés par le Vatican, enfin des écoles reconnues par le Vatican et reconnues en France, est-ce que ça s'appuie ou non, c'est une question, sur une directive européenne qui dit que tout diplôme d'un État sera obligatoirement reconnu par l'autre État? C'est une question, hein? Oui, tout à fait. Oui. Enfin, c'est du moins comme ça que le gouvernement le présente, en disant que c'est basé sur l'accord de Bologne, les accords de Bologne. Il faut quand même noter que le Vatican ou le Saint-Siège, puisque son institutionnel n'est pas un État comme un autre. Alors, je rectifie juste, en fait, ça concerne pas seulement les diplômes universitaires, ça concerne tous les diplômes à partir du baccalauréat. Et le problème, c'est que ça ne concerne pas strictement les diplômes d'ordre religieux, mais également les diplômes profanes. Donc ça pose pas seulement un problème pour les personnes qui font partie de l'école publique, mais ça pose aussi un problème aux établissements catholiques qui jusque-là avaient une indépendance assez importante vis-à-vis du Vatican, et qui, là, vont devoir faire valider leur diplôme par les autorités vaticanes. Donc il y a aussi une inquiétude dans les établissements catholiques qui sont concernés directement par cet accord. Et je terminerai en disant qu'il y a quand même un certain nombre de recours qui ont été déposés par la Ligue de l'enseignement, par un certain nombre de syndicats. Il y en a encore par également les conférences des présidents d'université, etc. Un recours pour invalider cet accord qui n'a pas été discuté au niveau parlementaire et qui remet en cause une loi qui date de 1880. Oui, alors une toute petite question naïve qui s'adresse peut-être aux deux derniers intervenants, mais pas forcément. L'argent étant le nerf de la guerre, est-ce que vous avez des éléments vers les sources de financement en Europe et aux États-Unis de ces différents mouvements? Est-ce que c'est privé, public? Les finances sont tout privées aux États-Unis, des fondations conservateurs, des individus très conservateurs des États-Unis. On les nommait peut-être néoconservatifs, mais ils ne sont pas du tout toujours néoconservatifs. Ils sont ceux qui sont très religieux, ceux qui ont pour ainsi dire, des valeurs traditionnelles. Et ça, c'est la plupart des fonds, j'imagine. Oui. Alors, c'est aussi une question à tout le monde. Par là, le fait qu'il faut évidemment contrer le créationnisme en tant que créationnisme, est-ce que vous ne croyez pas que nous sommes dans une société où les gens sont profondément ignorants sur ce que c'est que la science, à une époque où la science est une référence majeure, et que ce qu'on voit là, c'est l'expression d'un mal profond dans notre société qui explique aussi bien la crédulité excessive sur certains discours exagérément optimistes sur la science que le fait de nier toute science parce qu'ils n'ont pas de repère par rapport à la différenciation entre la science et d'autres aspects. Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse, Michel. Pour répondre très brièvement, une note optimiste, c'est précisément la raison pour laquelle on est nombreux à avoir préconisé auprès des gens qui ont bien voulu nous écouter, nous scientifiques, là je parle des décideurs politiques, on a préconisé un retour à un périmètre de science explicitement enseigné, autant qu'on le pourra à tous les niveaux scolaires. Alors, autant qu'on le pourra, hein, je n'ai pas de préconisation particulière, mais ce point est très important. L'ignorance dont tu parlais, le public ne sait pas, enfin beaucoup y compris même parfois chez nos collègues, hein, on est nombreux à ne pas savoir être en quelque sorte, instruit en sciences mais sans être éduqué, au sens où on a passé sa scolarité à ingurgiter des données brutes, mais sans jamais qu'on nous dise comment ces données sont obtenues, quelle est l'architecture méthodologique des sciences. Donc un périmètre élémentaire d'épistémologie explicite, à quelque niveau scolaire que ce soit, serait un investissement à long terme.
Oui, c'est à propos de la reconnaissance des diplômes universitaires. Je voulais simplement poser la question de ce qui se passe avec l'Institut catholique de Paris, où il semble bien qu'il y ait des liens très, très, très forts et tout à fait admis avec la Sorbonne, avec l'École des hautes études. Est-ce que ça pose problème à quelqu'un? Et ma deuxième question, mais c'est peut-être plus une question pour les historiens des sciences, est-ce qu'on a réfléchi sur l'analogie éventuelle entre les bouleversements proposés par Darwin et les bouleversements proposés par Galilée dans la société contemporaine? Sur le deuxième volet, il y a bien, je ne sais même plus quel auteur, on peut lire beaucoup de choses là-dessus, mais il y a simplement cette idée d'une naturalisation de l'homme, c'est-à-dire qu'avec Darwin, on donne à l'homme une place parmi le vivant et non plus l'homme au centre du monde, bien que dans nos classifications, nous ayons gardé la trace de notre anthropocentrisme spontané. Avec Darwin, évidemment, on quitte ou on tend à quitter cet anthropocentrisme. Il y a un parallèle avec Galilée, effectivement, la Terre au centre du monde, bref, vous m'avez compris. Il y a un décentrage, la position de l'homme, à la fois dans le vocabulaire et dans son appréhension scientifique, elle relève de son apparentement au monde vivant. Et Darwin, effectivement, comme le disait très bien Thierry Hoquet dans le documentaire, relie l'homme à son origine naturelle animale. Pour la première question, juste brièvement, oui, première de la question. Je ne suis pas sûr de l'avoir bien comprise. Non, pour moi, il n'y a pas de problème sur le fait qu'il y ait des liens entre les deux. Le problème, justement, c'est que du fait de cet accord, qui est désormais un décret, les liens étroits qui viennent des faits aussi que les diplômes sont justement passent par un contrôle par l'université publique et par l'école publique. Ce lien n'existe plus puisque c'est directement, à partir du moment où le Vatican, le Saint-Siège, va valider un diplôme, va considérer qu'un diplôme est celui qu'il veut avoir, l'État français le reconnaît automatiquement. Donc il n'y a plus de contrôle par l'éducation nationale. Donc c'est ça le cœur du problème. Je crois que les meilleures causes ne doivent pas gommer certaines réalités. Et d'ailleurs, ces réalités sont prises en compte par certains. Je veux parler du phénomène qui est la spécificité, le phénomène qui est la spécificité de l'homme. C'est un problème qui a été étudié en particulier par Dehaene, du Collège de France, et qui dit ceci: l'homme est le seul qui ait eu vraiment une culture, qui a une culture, contrairement aux animaux. Et d'autre part, il dit qu'il étudie particulièrement la lecture, qui est un fait évidemment de culture, et cette lecture, il lui donne des bases biologiques. Il n'est pas du tout suspect de ce que vous avez dénoncé. D'autre part, par contre, il dit que pour lui, ce que dit Pierre Changeux dans son dernier livre sur le vrai, le beau, le bien, il faut prendre avec des pincettes des assertions qui donnent des bases biologiques, soit à l'art, soit à la religion. Est-ce que vous êtes d'accord ? Inscrire l'homme dans son origine naturelle ne correspond absolument pas à mes yeux à une négation de la spécificité ou des spécificités de l'homme. Vu par le phylogénéticien, excusez-moi, j'y vais brutalement, les spécificités, ça serait ce qu'on appellerait des autapomorphies. C'est-à-dire qu'en fait, le raisonnement évolutionniste s'accorde, il est complet dans le sens où il s'accorde à la fois à reconnaître ce que l'homme partage avec ses espèces les plus proches sur le plan de l'apparentement, mais reconnaît tout autant ce qu'on pourrait qualifier comme étant des spécificités. Donc, à cet égard, je ne vois pas de tension, moi. Là, c'est un débat, je préfère pas m'engager là-dessus, sinon le timing va déraper. Mais il y a des cultures qui ont été reconnues chez les chimpanzés. Il faut reconnaître effectivement comment définir, il faut définir ce qu'on appelle une culture. Par contre, il y a un point, sur le plan de l'histoire des sciences, il y a un point que je citerai, c'est que notre obsession de nous attacher qu'à spécifier notre spécificité et ne pas spécifier ce qui nous relie au vivant, a empêché de voir dans des espèces très proches des caractéristiques que nous nous réservions à nous-mêmes.
Ça, effectivement, c'est quelque chose qui est très bien documenté, en particulier dans l'histoire de la paléanthropologie. Bon, voilà. Alors, une dernière question brève et une réponse brève avant le café. Oui, c'est une question à Monsieur Padian. J'ai bien compris que vous n'êtes pas créationniste et puis que vous n'êtes pas et que vous n'êtes pas non plus de langue française. Mais justement, j'ai une petite remarque sur une expression que vous avez employée à propos des ébauches de plumes. Vous avez dit c'était pour tenir chaud. Or, quand on emploie cette expression-là, justement, je trouve ça extrêmement gênant. Et est-ce qu'on n'aurait pas tendance à être un tout petit chouïa créationniste sans le vouloir? Voilà. Merci. Je m'excuse, je ne vais pas dire de telles choses télélogiques. Je peux expliquer que, quant à la question précédente, en Amérique, il n'y a pas de culture. Madame, si vous avez été attentive aux 3 jours écoulés... Ah, pardon. Mais il y a eu bien des topos où on a entendu des pour. Et on pourra en reparler à la table ronde si vous voulez.